Salut, Becciotti, j'espère que vous allez bien. Apparemment, 12 Go de VRAM ne suffisent pas pour jouer correctement en 1440p. Ça, c'est juste une des conneries que j'ai pu lire dans les débats sur la VRAM. Et dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer pour faire un peu de clarté et vous aider à faire le bon choix. Tout de suite après, le sponsor. Le sponsor d'aujourd'hui, c'est Zyke qui m'a envoyé ce Zyke Drive. C'est un boîtier externe pour SSD NVMe qui utilise une puce propriétaire et la connexion USB 4.0 pour atteindre et maintenir une vitesse de lecture maximale de 3.8 Go et d'écriture de 3.1 Go. Ce boîtier est très pratique pour pouvoir utiliser un SSD de type NVMe sans besoin de l'installer sur la carte mère. De plus, on retrouve un pad thermique pour pouvoir dissiper efficacement la chaleur vu que tout le boîtier est en métal. Il peut être utilisé aussi pour sauvegarder des données sur un SSD externe ainsi que pour augmenter la capacité de son propre PC, Mac ou carrément de sa propre console vu qu'il est compatible Xbox et PS5. J'ai monté dans le boîtier un SSD Acer N7000 génération 4 et comme vous pouvez bien noter dans ces benchmarks, les vitesses de transfert d'écriture et lecture théorique maximales sont bien respectées et même dépassées. De plus, le corps en métal permet un très bon refroidissement au point que mon SSD n'a jamais dépassé les 50 degrés. Le Zyke Drive n'est pas donné, il coûte autour de 100 € si vous l'achetez sur le site du fabricant, mais c'est le prix qu'il faut payer pour profiter d'une vitesse de transfert USB 4.0, jusqu'à 3 fois plus rapide par rapport à la vitesse USB 3.2 que vous trouvez sur la plupart des boîtiers externes NVMe. Et si vous souhaitez justement l'acheter, vous trouvez un lien en description avec un code promo pour l'avoir à prix réduit. Pour commencer, j'ai fait un rappel sur la VRAM. Dans ma vidéo sur l'overclock manuel de la RAM, je vous expliquais que la RAM c'est comme un magasin qui stocke momentanément des informations. Eh bien, la VRAM ou vidéo RAM fait exactement pareil mais pour la carte graphique. Elle stocke momentanément les graphismes, les textures, les modèles 3D, les données d'animation et toutes les informations nécessaires pour afficher une scène d'un jeu ou d'une application sur l'écran. Or, c'est vraiment important de comprendre le concept de momentanément car en fait la VRAM est censée se remplir et se vider en continuaison. Imaginez par exemple une scène où le perso d'un jeu vidéo rentre dans un appartement et dans cet appart il y a les murs, une télé, une table, des chaises, etc. Et tous ces éléments que vous voyez affichés dans la scène sont normalement stockés dans la VRAM. Imaginez après que le perso sort de l'appart et si, et attention, si les devs ont fait correctement leur taf, tous les éléments de l'appartement sont supprimés dans la VRAM vu qu'ils ne sont plus affichés dans la scène. Cette opération d'allocation et suppression de la VRAM est normalement gérée automatiquement par le moteur du jeu. Et même si on peut faire confiance à certains moteurs comme Unreal Engine 5, Re-Engine, etc., il faut toujours un contrôle humain qui teste les différentes scènes pour vérifier la quantité de VRAM allouée. Autrement, si la VRAM se remplit au maximum, on peut avoir deux énormes problèmes. Le premier, c'est une perte de FPS avec possible stuttering et le deuxième, c'est une perte de la qualité d'image. Par exemple, regardez ce qu'il se passe si on fait apparaître 10 000 pastèques dans Starfield. Les FPS baissent immédiatement car la VRAM se remplit rapidement pour stocker toutes les pastèques. Mais si le système a assez de VRAM, malgré la perte, le jeu reste encore jouable. Par contre, l'expérience de jeu devient désagréable et le manque de VRAM devient un vrai problème quand la perte de FPS arrive avec du stuttering, une perte soudaine de FPS due au fait que la carte graphique fait du swapping. En gros, se retrouve à utiliser la RAM beaucoup plus lente à la place de la VRAM. Cela implique que le GPU doit attendre que les données soient disponibles, ce qui crée des pauses perceptibles dans le rendu des images, provoquant justement du stuttering. Et sans compter d'autres phénomènes comme la fragmentation, qui signifie que les blocs de mémoire libre ne sont plus contigus, ce qui rend plus difficile et plus long l'allocation de nouvelles ressources. Je n'ai pas terminé car le manque de VRAM des fois ce n'est pas
pas représentée par une perte de FPS, mais plutôt par une perte de qualité des éléments d'une scène. Donc vous regardez les FPS, vous pensez que tout va bien, mais en vrai ce n'est pas le cas. Regardez par exemple ici comme la texture du mur ne cesse d'apparaître et de disparaître. Donc c'est très important d'avoir assez de VRAM pour éviter tout problème quand vous êtes en train de jouer. Et ça c'est évident. Ce qu'il n'est pas évident, que personne ne vous dit et que je vais bien marquer dans cette vidéo, le problème du manque de VRAM n'est pas à la base dû à la quantité présente sur la carte graphique, mais aux devs qui ne font pas correctement leur taf, ou attention à ça, qu'ils n'ont pas assez de temps pour faire correctement leur taf. Et si vous ne me croyez pas, regardez ces benchmarks. Voici en gris clair l'allocation de la VRAM dans The Last of Us à la sortie du jeu, version 1.0, et en gris foncé après 15 patchs qui ont ramené le jeu à la version 1.1.3.1. Grâce au patch et au travail d'optimisation, le jeu utilise entre 2 et 4 Go de VRAM au moins, peu importe la définition ou la qualité des paramètres graphiques. Le gaspillage de VRAM à la sortie du jeu était hallucinant. Donc, comme vous avez bien compris, en général, si des jeux occupent trop de VRAM, la faute est très probablement des développeurs qui n'ont pas optimisé ces jeux. Et si vous pensez que The Last of Us est un cas particulier, regardez ça. Hellblade 2, le jeu plus gourmand en termes de ressources au moment où je tourne cette vidéo, occupe un peu plus de 8 Go en 1080p, moins de 10 Go en 1440p et moins de 12 Go en 4K. Si Hellblade 2 n'occupe pas énormément de VRAM, vous devez m'expliquer pourquoi des jeux graphiquement moins beaux et moins gourmands doivent en demander plus. Vous comprenez qu'il y a un problème quelque part. Après, je ne suis pas en train de donner la faute complètement aux développeurs, car effectivement, si on augmente la définition d'un jeu, ou on augmente les paramètres graphiques, ou on utilise des technos comme la FrameGen, c'est normal d'avoir une augmentation d'allocation de VRAM. Dans le cas de la FrameGen, c'est parce que la carte doit stocker dans la VRAM les informations de 2 frames pour en générer un troisième. Dans le cas où on augmente la définition, c'est évident, plus il y a de pixels dans la scène, plus les textures et d'autres éléments doivent être volumineux pour offrir plus de détails et une meilleure qualité. Enfin, en ce qui concerne l'augmentation de la qualité, le raisonnement est similaire à celui-là de l'augmentation de la définition. Par exemple, j'ai lancé Cyberpunk en 1080p qualité ultra avec du ray tracing activé et sans FSR. Pour l'instant, l'allocation de VRAM est de 7,8 Go. Maintenant, si je bouge dans le jeu, ça va augmenter ou baisser car, je vous répète, la VRAM est censée se vider, se remplir selon comme a été développé le jeu. Et en fait, là, a augmenté, maintenant c'est 8,1 Go. Si j'augmente la définition, je vous montre que ça va augmenter encore plus. Si je passe par exemple en 1440p, ça passe à 9,1 Go de VRAM, donc a bien augmenté. Et si je baisse les paramètres graphiques, ça va baisser. Par exemple, là je suis en ultra ray tracing, je vais passer en ultra sans ray tracing. C'était en custom parce que j'avais désactivé l'FSR, je vais faire pareil. Et donc de 9.1 on a baissé à 7.3. Donc tout ça pour vous faire comprendre que la VRAM change selon la définition et les paramètres graphiques et qu'on peut en gérer l'allocation grâce à ces dernières. Et ça c'est très important par exemple dans une situation où vous êtes en manque de VRAM parce que rien vous empêche de juste baisser les paramètres. Dans ce cas j'ai carrément levé le ray tracing, mais des fois ça suffit juste de baisser un ou deux paramètres pour gravement réduire l'allocation. Du coup, une occupation plus importante de la VRAM, c'est normal dans certains cas, mais l'abus est toujours injustifié. Je termine ici les explications sur la VRAM et j'espère qu'elle soit plus claire que l'impact a dans les jeux vidéo. Maintenant, c'est le moment de répondre à la question plus importante. Pika, mais combien de VRAM doit avoir une carte graphique pour être future-proof? Avant de répondre à cette question, je vous rappelle que derrière mes vidéos, il y a beaucoup de travail, donc n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, car c'est la façon plus simple pour soutenir la chaîne. Pour revenir à la question, voici l'allocation de VRAM minimale, maximale et moyenne sur
10 jeux que j'ai testés, dont Cyberpunk, Hellblade 2 et Alan Wake 2. En 1080p, 8 Go sont suffisants pour jouer en ultra, mais pas dans tous les jeux. Un exemple, Ratchet & Clank qui utilise jusqu'à 10,4 Go de VRAM. De plus, si le ray tracing est activé, il est évident que 8 Go ne suffisent plus, au moins jusqu'à quand on active du FSR, car cette technologie réduit la définition et donc l'allocation de mémoire, ce qui est également bénéfique si la FrameGen est activé. En 1440p, 8 Go sont à la limite pour jouer en ultra sans ray tracing. Il est vraiment conseillé d'avoir une carte avec 12 Go pour être à l'aise dans la plupart des jeux, à l'exception de certains comme Cyberpunk qui a tendance à légèrement dépasser cette limite. Après, en toute sincérité, il est rare de jouer en ultra avec le ray tracing activé sans FSR ou DLSS, et une fois ces technos activés, on se rend compte que 12 Go sont largement suffisants. En 4K, 12 Go c'est le strict minimum pour jouer en ultra, mais sont très justes si on active du ray tracing, où l'allocation de mémoire peut atteindre jusqu'à 14,7 Go, comme c'est le cas pour Cyberpunk. Le DLSS améliore évidemment la situation, mais mon avis est d'acheter une carte avec un minimum de 16 Go. Je vous ai expliqué que la FrameGen demande plus de VRAM et que dans certains scénarios cela peut dépasser la quantité de VRAM conseillée. On peut donc penser que c'est problématique, mais si cette perte arrive sans stuttering, elle sera largement compensée par le gain de FPS apporté par la FrameGen. Enfin, je n'ai pas parlé des valeurs minimales, la plupart sont obtenues à partir du jeu Ghost of Tsushima, un jeu assez récent et graphiquement toujours très appréciable. Cela montre encore une fois que lorsqu'un jeu est bien optimisé, il n'a pas besoin d'utiliser énormément de VRAM. Pour commencer, vous vous prenez trop la tête sur la question VRAM. Quand il y a des problèmes, souvent la faute des développeurs qui ont mal optimisé les jeux et pas parce qu'une carte graphique prévue pour une certaine définition n'a pas assez de VRAM. Sans compter que rien n'empêche de baisser quelques paramètres pour en réduire l'utilisation. Et de ce point de vue, beaucoup de jeux devraient prendre exemple par les développeurs de Capcom qui dans le jeu Resident Evil nous avertit à chaque fois qu'on dépasse la quantité de VRAM demandée par le jeu. En tout cas, c'est clair qu'aujourd'hui, pour jouer en 1080p sans se poser des questions, 8 Go sont trop limites, sont suffisants si on joue avec des graphismes en qualité élevée, et je vous rappelle que souvent la différence entre qualité élevée et qualité ultra n'est pas si évidente. Mais en général, si vous cherchez une carte future-proof pour la 1080p, mon conseil est d'acheter une carte avec minimum 10 Go et idéalement 12 Go. Pour la 1440p, 8 Go de VRAM suffisent pour jouer en qualité élevée, mais il faut 12 Go pour jouer en qualité ultra, surtout avec le ray tracing activé. Pour les jeux plus exigeants, il suffit d'attendre les patchs et surtout d'éviter de les acheter au Day One, le jour de leur sortie. Dépenser plus d'argent pour avoir une carte avec 16 Go, ce n'est pas conseillé. Par exemple, acheter une 4070 Ti Super seulement pour avoir 4 Go de VRAM en plus, c'est du gaspillage d'argent parce que vous allez dépenser en moyenne des 100 € de plus pour 4 Go de plus qui en 1440p vont être rarement utilisés. Enfin, pour la 4K, d'après mes tests, aucun jeu a vraiment dépassé les 16 Go. Donc aujourd'hui, 16 Go suffit. Et étant donné que les cartes pour la 4K ont normalement minimum 16 Go, il ne faut pas se poser trop de questions. Enfin, j'ai une dernière remarque à faire pour Nvidia. J'espère que pour la prochaine génération va augmenter la quantité de VRAM pour deux raisons. La première est qu'on paye les cartes Nvidia un bras et une couille. Donc, vu le prix très élevé des cartes, le minimum serait de fournir une quantité correcte de VRAM. Et la deuxième raison, c'est peut-être la plus importante, pour tenir en compte du vrai problème des jeux vidéo. Non, ce n'est pas le manque de VRAM, mais la mal-optimisation qui après nous ramène à avoir des cartes avec plus de VRAM. Et encore une fois, je ne vais pas donner la faute aux développeurs, mais plutôt aux éditeurs de jeux qui ne donnent pas assez de temps aux développeurs pour faire leur travail correctement.
Vous avez toujours des questions sur la VRAM ou pour choisir votre prochaine carte graphique? Écrivez-les dans les commentaires, pouce bleu au passage, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos de tests, news et conseils sur l'hardware et l'informatique. À la prossima complica, ciao!